Alors, le CHU, les maths, les CHU. Tout CHU est une maths, mais pas tous les maths sont des CHU. On est d'accord. Donc, une petite balade dans les microangiopathies thrombotiques. Commençons par la base. Microvaisseau, lésions endothéliales, réparation ou activation de certaines cellules endothéliales, aussi bien mécaniquement que sur un plan inflammatoire, création d'un microthrombus. Les hématies qui aimeraient bien passer par là n'y arrivent pas, s'éclatent, deviennent des schizocytes, et tout ça entraîne un dysfonctionnement de l'organe atteint. Maintenant, on est d'accord que c'est bien évidemment dans le CHU, dans 95% des cas, seulement le rein. Et dans certains cas, ça peut aussi être d'autres organes, comme par exemple le cerveau. Et les quelques patients qui décèdent encore aujourd'hui du CHU post-diarrhéique, c'est à cause d'une atteinte cérébrale. C'est cette atteinte cérébrale qui nous fait le plus peur, parce que le problème néphrologique, quand on a la chance d'avoir une équipe qui fonctionne bien pour la prise en charge aiguë des problèmes néphrologiques, et ben du coup, on arrive à le résoudre. Donc, je commence. Le premier diapo est pour moi le plus important. Et après, on voit plein d'autres petits détails, mais le premier est le plus important. Pourquoi ? Là, c'est marqué que le contrôle de la volémie, c'est tout. Pourquoi c'est tout ? Parce que quelqu'un qui a une CHU, il a aussi une diarrhée. On dit toujours que le CHU, c'est une maladie post-diarrhéique. C'est pas toujours post-diarrhéique. La diarrhée est pour la majorité des enfants encore présent au moment où les symptômes du CHU commencent. Ça veut dire quoi ? Si vous avez une diarrhée et un CHU en même temps, qui va gagner ? La diarrhée qui vous déshydrate ou le CHU qui vous fait une rétention de volume ? Qui va gagner ? On ne le sait pas. Donc, il est très bien possible que l'enfant, il a très bien une CHU, mais il a aussi une insuffisance rénale fonctionnelle sur sa déshydratation. Et ça, c'est un truc, en tout cas, je le vois à Trousseau avec les internes aux urgences, ils voient CHU, ils entrent dans un tunnel. Ils sont dans leur tunnel CHU, ils n'en sortent plus, c'est-à-dire ils déroulent après. J'arrête le volume, je fais ci, je surtout, on ferme les vannes, etc. Donc ça, c'est un danger énorme, parce que bien évidemment, c'est des enfants qui pourraient passer outre la dialyse, et ben du coup, en ajoutant à cette microangiopathie thrombotique qu'ils ont, bel et bien, en ajoutant à ça une insuffisance rénale fonctionnelle, et ben là, du coup, tchac, c'est parti. Et là, l'insuffisance rénale, elle s'enflamme. D'accord ? Alors, quelle est la conséquence de ce que je raconte là ? Il faut faire des tests de remplissage vasculaire. Donc, les trucs que vous connaissez tous, c'est super banal, 10 millilitres kilo sur 30 minutes, surtout pas de perf pour toute la nuit, et je reviens à 7 heures le matin, quand l'enfant a reçu 1,5 litre, et est en OAP. Non, je fais des petits tests de 10 millilitres kilo sur 30 minutes, 2-3 fois. Chaque fois, je repasse, j'évalue, alors ça se passe. Est-ce que la diurèse reprend ? Est-ce qu'elle ne reprend pas ? Est-ce que l'enfant a toujours des signes d'hypovolémie, d'hypervolémie ? Est-ce qu'il est creux, etc., etc., etc. Bien évidemment, je regarde aussi les autres paramètres qui définissent le CHU. On est bien d'accord. Sans le dire, je pense que c'est une évidence pour tout. Bien évidemment, les plaquettes, s'ils sont à 10 000, ça ne veut pas dire que je vais transfuser des plaquettes. Je vais dans aucun cas transfuser des plaquettes, sauf si l'enfant saigne. Juste que l'enfant ne saignera pas. Il ne saignera pas, parce qu'en fait, son endothélium est tellement activé qu'il est dans une situation prothrombotique par excellence. Et donc, jamais transfuser des plaquettes, parce qu'on aggrave le risque d'une atteinte cérébrale. D'accord ? Par contre, l'anémie, on est d'accord. On ne va pas laisser descendre l'anémie jusqu'à 5. Ah, maintenant, on pourrait peut-être le transfuser. Ça aussi, j'ai vu chez nous aux urgences. Ah oui, là, il n'est pas... Donc, le CHU, c'est une maladie rapide. Vous avez 8 hémoglobines maintenant, et ben vous avez 4 dans 4 heures. Les crises d'hémolyse dans le CHU sont énormes. Il ne faut jamais laisser venir l'urgence. C'est le simple fait que c'est une CHU est déjà une urgence. Donc, c'est des enfants qu'il faut transfuser avant que ça devienne une urgence. Et pour pouvoir les transfuser, il faut bien évidemment, une fois de plus, vérifier qu'ils n'ont pas une hypervolémie trop importante. Donc, pour certains patients, il faut même les dialyser pour pouvoir les transfuser.
Et la dialyse, là, du coup, je suppose que vous faites pas mal de dialyse péritonéale dans ces situations de CHU aigu. Ça marche nickel, bien. Nous, on est beaucoup trop branchés hémodialyse et tralali, tralala. La dialyse péritonéale fonctionne très bien dans le CHU post-diarrhéique. Je pense que c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Alors, test au Lasix. Si vous avez finalement décidé que votre hypervolémie, votre volémie est plutôt normale ou haute, qu'est-ce que ça vous coûte de faire un petit test au furosémide? Donc, imaginez-vous, il y a des lésions interstitielles ajoutées. Donc, qu'est-ce qui se passe interstitiel? Le tubule est rempli de débris cellulaires. Et vous mettez un coup de Lasix, et parfois ce coup de Lasix, il enlève ce débris cellulaire. Il ne va pas vous guérir l'atteinte de la microvascularisation, mais il peut vous faire passer une cape. Donc, quand vous avez la volémie haute ou la volémie normale, faites un test de furosémide, mais pas avec 0,5 mg/kg, mais plutôt avec 2 à 5 mg/kg. Plus on est en insuffisance rénale, moins le Lasix est filtré, donc moins il va agir. Okay? Alors, on peut donc dire que c'est presque tout de bien contrôler la volémie. C'est pour moi vraiment c'est fait pour les urgences, ce truc-là. J'y tiens à fond. Alors, maintenant, on va aller un peu dans les détails des petits microangiopathies thrombotiques, etc. La classification des CHU par physiopathologie. Donc, on a les CHU qui sont induits par des infections. On a des CHU qui sont dus à une dysrégulation de la voie alterne du système de complément. On a des anomalies de l'Adams-13, aussi bien congénitales que par anticorps, qui peuvent déclencher une microangiopathie thrombotique. On a des anomalies de la cobalamine qui peuvent déclencher, surtout chez les nouveau-nés, une microangiopathie thrombotique. Et après, on a plein d'autres, mais on ne va pas entrer dans tous les détails non plus. Voilà. Ça, c'est un tout petit peu différemment résumé. Donc, vous voyez là nos enfants avec la situation du CHU post-diarrhéique qui est là. Donc, ça, c'est des Escherichia coli surtout qui produisent la vérotoxine ou la chigatoxine qui finalement est responsable pour la physiopathologie du CHU. Et finalement, si vous regardez tout ça, ils peuvent tous avoir, à n'importe quel âge, un problème qui correspond finalement plutôt à un CHU atypique. Donc, de bien faire la différence entre CHU typique, antécédent de diarrhée ou symptômes gastro-entérologiques tout court, ça c'est essentiel pour différencier la situation d'un CHU atypique. Donc, avant que je revienne sur le CHU typique, on est d'accord que c'est de loin le plus fréquent, on va rapidement parler un tout petit peu du CHU atypique. Alors, le CHU atypique, c'est en fait un problème au niveau de la voie alterne du système de complément. Le système de complément, il est où? Il est dans votre sang. Il est régulé par ce type de facteur-là. Si un de ces régulateurs n'est pas là, le système de complément s'emballe. Il devient fou. Et du coup, à quoi est-ce qu'il peut bien se prendre, étant donné qu'il est dans le sang? Il se prend aux cellules endothéliales. Donc, du coup, c'est lui qui, boum, fait la lésion endothéliale, et du coup, votre cascade de CHU est partie. D'accord? Donc, ça peut être aussi bien évidemment, ça peut être aussi bien une mutation de ces facteurs que des auto-anticorps contre ces facteurs. Enfin, moi, j'aurais préféré d'avoir un auto-anticorps, parce que des auto-anticorps, aujourd'hui, ça se traite bien. Des mutations, bien moins. Donc, les deux peuvent aboutir à cela. Maintenant, le CHU typique. Le CHU typique, c'est 99% d'Escherichia coli producteurs de chigatoxine. Il y a bien longtemps, on avait un autre type de CHU, le CHU au pneumocoque. Ça fait 15 ans que je n'ai plus vu de CHU au pneumocoque dans notre service. Par contre, les autres CHU, on en a plein. Mais les CHU au pneumocoque, pourquoi on n'en a plus? Parce que les vaccinations antipneumococciques sont devenues tellement efficaces qu'il n'y a plus aucun pneumocoque en tout cas, très très peu de pneumocoques qui sont capables de percer et de finalement créer ce CHU pneumococcique. Dans les CHU atypiques,
Le plus important est le facteur H, mais je ne vais pas entrer dans les détails là. Le facteur H, c'est devenu un peu une sorte de superstar de la voie alterne du système de complément. Si lui, il n'est pas là, c'est que c'est franchement le bazar. Donc, ça c'est le système de complément, vos petits cours du début de vos études. Et ça se bloque très sympathiquement en apportant soit du facteur H, enfin des facteurs qui manquent, dans le PFC. Très bien. Ou on fait des échanges plasmatiques carrément contre le PFC. Très bien aussi. On l'a fait pendant des dizaines d'années. Juste que, aujourd'hui, on a ça. On a l'éculizumab, un anti-C5 qui bloque donc du coup là en bas la cascade lytique, le complexe d'attaque membrane cellulaire, là. Donc c'est tellement efficace que si vous donnez ça, en fait, malgré au début des problèmes de disponibilité et du prix, ils se font bien payer le éculizumab, je vous garantis, c'est 10 000 € l'ampoule. Mais bon, malgré ça, je vous assure que ça, c'est de la nostalgie maintenant. On oublie. Les nostalgiques des perfusions de PFC, ils n'ont franchement pas de bol, on n'en fait plus. Parce que cet éculizumab, il est magique. Vous injectez, 1h30 plus tard, la mat commence à diminuer son activité. Ça va très, très vite. On ne peut pas du tout dire, tiens, allez, je perfuse avec du plasma fréquent gelé, ça va lui apporter du facteur H plus vite, etc. Non, c'est pas plus vite, c'est pas plus rapide. C'est ça qui est plus rapide. Donc c'est très rapide et très efficace. Et après, encore une fois, quand on a un anticorps anti-facteur H, bien évidemment, aujourd'hui, rituximab et compagnie, etc., immunoabsorption, etc., les auto-anticorps, ça s'enlève. Voilà, donc je suis donc en train de vous dire qu'il faut éviter la formation du complexe d'attaque membranaire. Et bien sûr, il y a des effets secondaires infectieux, mais qui peuvent se prévenir avec une antibioprophylaxie et avec des vaccinations, surtout contre le méningocoque. L'Adams-13, en 2 mots, l'Adams-13, il mange des polymères, là, du facteur von Willebrand. Et s'il n'est plus là, le facteur von Willebrand, il fait ce qu'il veut, et du coup, ça déclenche des activations de plaquettes. C'est-à-dire, il prend des plaquettes partout, il les scotche à l'endothélium. Et vous avez de nouveau votre microthrombus. Voilà. Donc est-ce qu'il faut après faire les immunoabsorptions tout de suite, ou est-ce qu'il faut faire des échanges plasmatiques? Je pense que c'est plutôt une histoire de goût, mais il est vrai que l'immunoabsorption est plus efficace contre les anticorps anti-Adams-13. Ça, c'est sûr. Donc, maintenant, le CHU typique. Petit cas clinique. Petit garçon, pas de consanguinité, naissance à terme, il a 18 mois, diarrhée depuis 8 jours avec un peu de fièvre. Il consulte aux urgences, ou il a consulté aux urgences, parce qu'il a eu des traces de sang dans les selles. Il a un examen clinique qui est plutôt sympa. Et là, du coup, ça, c'était il y a 2 jours. Et là, aujourd'hui, il revient parce qu'il est pâle, il ne mange plus et il a une diarrhée glérosanglante. Vous faites un petit iono et vous tombez là-dessus. Créate, urée, un peu de perturbation au niveau des iones. Donc, voilà. Là, ça commence à devenir désagréable. Hémoglobine à 5, les plaquettes même pas si bas que ça, 60 000, et les leucos un tout petit peu élevés. Tout ça, c'est classique. Plus les leucos sont élevés, plus la réaction inflammatoire que le CHU déclenche est grave. Et donc, plus le CHU est grave. Les plaquettes, on s'en fiche. Si c'est 60 000, 5 000, 10 000 ou 100 000, on s'en fout. Tant qu'il y a une thrombopénie, ça entre dans le diagnostic du CHU. Et l'hémoglobine, comme je le disais, là, il faut aller vite, parce que sinon, on court vers la catastrophe. Donc, ça reste aujourd'hui, de loin, la première cause d'insuffisance rénale aiguë des enfants, organique. Bien évidemment, on ne parle pas de la diarrhée, mais insuffisance rénale aiguë organique. Et quelques enfants qui sont en dialyse, à peu près 5%, c'est des enfants qui ont eu des CHU auparavant. L'histologie rénale.
Donc déjà, vous faites moins de biopsies que nous, mais là, sur le coup, nous non plus, parce que la biopsie, elle est inutile. Parce que, elle n'est pas représentative pour l'ensemble du tissu rénal, et en plus, on n'en a pas besoin pour faire le diagnostic. Ça sert à quoi? On a la fonction rénale, et le CHU, la microangiopathie thrombotique, elle se diagnostique très joliment sans avoir une histologie. Donc, à la phase aiguë, on a un certain nombre de facteurs de mauvais pronostic. Et le premier, c'est celui-là, une atteinte sévère du système nerveux central, une atteinte colique sévère, des neutrophiles au-dessus de 20 000, une durée d'anurie au-dessus de 8 jours, un taux d'hémoglobine élevé au diagnostic. Écoutez bien, élevé au diagnostic. Ça vous rappelle quelque chose que j'ai dit tout au début? La déshydratation. Donc, visiblement, la déshydratation est un facteur de mauvais pronostic. Et maintenant, où est le lien entre déshydratation et mauvais pronostic? Je vous ai dit, mauvais pronostic, c'est surtout atteinte du système nerveux central. Ok? Regardez ça. Très bel article, Pediatric Nephrology, en 2015. En fait, cette hémoconcentration-là entraîne, en fait, finalement, plus de formation de microthrombie, hypovolémie, la viscosité du sang qui augmente, et finalement, on a encore plus de thrombie. Et donc, ces thrombis-là, ils vont finalement finir par atteindre plus fréquemment votre cerveau, et c'est de là où vient la mortalité aujourd'hui du CHU. Vous l'avez compris. Donc, surtout éviter l'hémoconcentration, l'hypovolémie dans les situations de CHU. Pas seulement qu'il faut les dialyser plus souvent, inutilement, mais aussi que vous avez plus de risques finalement d'avoir une atteinte neurologique. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus grave si la viande est hachée? Donc ça aussi, c'est un truc que, par exemple, nos externes, nos internes, ils n'ont pas trop compris ça. L'autre jour, quand on en a reparlé, parce qu'il y avait une petite épidémie à Paris récemment avec les pizzas Buitoni, là. En fait, quand on hache la viande est contaminée à sa surface par les selles des vaches, on va dire comme ça. Tant que c'est à la surface, vous mettez votre morceau de viande dans la poêle, vous faites un aller et un retour, et du coup, à la surface, les bactéries sont tuées. Maintenant, si vous mixez ça, si vous hachez ça, ça se disperse un peu partout. Et là, le risque est qu'à cœur, la viande n'est pas cuite complètement. Et là, du coup, il y a plus de risques que vous avez finalement une persistance de la bactérie, et c'est pour ça c'est tout le temps la viande hachée, et surtout de la viande hachée de la grande distribution qui est à la base des syndromes hémolytiques et urémiques. Donc, il y a bien sûr un recueil des selles à faire, une analyse bactériologique à faire. Tout ça, on a abandonné parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres stratégies qui sont beaucoup plus efficaces pour faire le diagnostic. Je vais un peu plus vite. Il y avait pas mal d'épidémiologie, il y avait pas mal d'épidémies. Celle que je connais certainement le plus, qu'on connaît tous le plus, c'est celle-là. En Allemagne, il y a une bonne dizaine d'années, 4300 infections, 82 décès. Et parmi ces 82 décès, trois quarts étaient des adultes. Donc, en fait, nos règles, les CHU, c'est que pour les enfants en dessous de 6-7 ans, en fait, pas vraiment toujours. Donc ça, on n'a pas compris pourquoi ces CHU-là touchaient plus souvent finalement les adultes que les autres, probablement parce qu'il y avait plus d'adultes qui mangeaient la source de la bactérie, qui est ça. Comment ça s'appelle ça? Qu'on met dans des salades un peu bio, enfin bio, pas que bio, des germes, voilà, absolument. Ouais. Donc il y avait en fait une grande production de germes de soja en Égypte qui a été livrée en Allemagne, une sorte de centrale de distribution qui livre vers le nord de la France, la Belgique et le nord de l'Allemagne. Et c'est dans cette région-là qu'on avait donc finalement 4320 infections à Escherichia coli. Donc énorme, avec beaucoup de décès. Et donc pendant cette phase-là, comme c'est devenu un tout petit peu une cata, aussi un peu la panique, et pendant cette phase-là, blablabla, the killer germ, etc. Donc ça, c'est bien évidemment, après la presse à spectacle saute dessus. Pour ne pas trop perdre du temps, je saute un peu. Rapidement, qu'est-ce qu'il fait ce chigatoxine? Chigatoxine, 2 unités. 1 unité, 2 unités. Il attaque là la membrane et la sous-unité A, elle entre à l'intérieur de la cellule. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle bloque les ribosomes. Donc une cellule qui n'a plus de ribosomes fonctionnels, elle va malheureusement mourir. Donc
Donc du coup, c'est ça le mécanisme du CHU. Et si vous essayez de doser le chigadoxine dans le plasma, eh ben vous ne le trouvez pas, ou très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un temps de circulation dans le plasma très court. Son affinité est tellement énorme là que finalement, vous ne le trouvez pas dans le plasma. Donc si vous dites, allez, je vais créer un anticorps anti-chigatoxine, eh ben, vous êtes en retard. Vous venez toujours en retard. Quand le truc commence, il y a déjà plus de chigatoxine dans le plasma. Okay? Alors, la présentation initiale, là, ça devient très clinique. Diarrhée, OK. Par contre, seulement dans la moitié des cas, elle est sanglante. L'intervalle entre la diarrhée et le CHU, c'est en moyenne 5,5 jours, mais regardez l'intervalle. Donc ça peut pas y avoir d'intervalle, ou l'intervalle peut être franchement long. Anémie dans 100% des cas, schizocyte presque 100%, thrombopénie presque 100%, insuffisance rénale presque 100%. Il y a un truc qui manque là-dedans, c'est la protéinurie. La protéinurie peut être massive dans le CHU. Ça n'a rien à voir avec un syndrome néphrotique, mais elle peut être néphrotique. Bien évidemment, elle ne nécessite pas de traitement par corticoïde ou quelque chose. Quand vous avez une protéinurie élevée au cours d'un CHU, elle est toujours de très bons pronostics. Votre CHU va guérir et cette protéinurie va disparaître comme rien. Ce n'est pas du tout les mêmes craintes que pour l'insuffisance rénale. D'accord? La protéinurie, vous vous en occupez limite pas du tout, parce que ça se passe toujours bien. Alors, plus on a de vaches, plus on a de CHU. Donc, il y a une distribution en France, en tout cas, en fonction de l'agriculture. Et le numéro 1 là, de la classe, c'est le O157H7, toujours le plus connu. Et effectivement, comme on l'a dit là tout à l'heure, 90% en moins de 5 ans, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de cas dans la petite adolescence. D'accord? Je suis pas sûr, franchement, hein, parfois quand on entend parler des gens à Paris, un peu comme ça, un petit peu esprit un peu bobo comme ça, ah oui, le fromage, les crus, c'est bien, c'est quand même mieux que la vache qui rit, etc. Ok, peut-être, mais est-ce que c'est pas plus les parents qui projettent leur opinion sur les enfants? Je pense qu'un enfant, il n'a pas forcément besoin de goûter le dernier camembert, le dernier brie de la ferme bio avec une risque d'attraper cela. D'accord? Et après, il y a bien sûr un rythme saisonnier. Vous imaginez bien, hein, plus on fait de barbecue, plus on a de risques de ne pas avoir un morceau de viande cuite à cœur, et donc logiquement, on a plus de risques de développer des CHU. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? On fait en gros plein de trucs. La consommation de lait cru non pasteurisé, la consommation de fromage au lait cru, la consommation de steak haché non cuit à cœur, les légumes consommés crus, les fruits consommés non pelés et l'ingestion d'eau lors des baignades de lacs, rivières, piscines. Après, il faut faire attention de ne pas devenir parano. Hein. Donc, les premiers 3, je dirais que assez facile à éviter. Les derniers 3, après, faut savoir chacun pour soi. Moi, personnellement, les messages un peu forts qu'on passe concernent surtout les premiers 3. Et donc, on essaye de faire de la prévention, vous l'avez compris, hein, le traitement curatif du CHU n'existe pas. Hein, c'est toujours la guérison, elle vient tout seul. Notre traitement, il est totalement symptomatique. On essaye de sensibiliser les médecins traitants à la télé, à la radio, etc. Dans les écoles, ça marche que moyennement bien, franchement. Donc, les conseils, ben voilà, c'est avant tout ceci. Donc, le traitement symptomatique, transfusion, je vous ai dit ne pas attendre, faire attention à la volémie, regarder qu'il y a peut-être une hypertension associée, donc utiliser les antihypertenseurs rapidement, mettre en place la dialyse pour pouvoir transfuser plus sereinement. Ça, c'est le standard. Okay? Après, il y a la rêverie. Ça, c'est la rêverie. Le traitement préventif, le traitement bactériostatique pour que qu'il ne faut pas donner d'antibiotiques bactéricides, ça vous le savez, hein, sinon la bactérie éclate et libère encore plus de toxines. Après, on a fait des tests avec le traitement bactériostatique. C'était pas vraiment concluant. Hein. La même chose, on s'est dit que tiens, si le CHU atypique, il se traite si bien avec de l'éculizumab, peut-être ça marche aussi là. En fait, ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Donc ça, vous oubliez. Et le traitement spécifique, échange plasmatique, immunoadsorption, éculizumab. Alors là, très honnêtement, je ne veux pas mettre une croix autour, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller aujourd'hui. Gardez ce diapo en tête, c'est pour ça, gardez ce diapo en tête, c'est vraiment, pour moi,
c'est le message qui arrive probablement à sauver quelques vies. Et je vous remercie tous pour cette magnifique invitation et ce très beau congrès. Merci.